Evening News. Où se trouve Omar Mariko? C'est Assimi qui doit nous le dire, exige le parti Sadi. Élément à suivre dans ce journal. À suivre également dans cette édition le lancement de la première édition du festival Minifin. Hors de nos frontières, Éthiopie, les nomades somaliens frappés par la pire sécheresse jamais vécue. Et mes téléspectateurs, bienvenue à toutes et à tous dans ce Joliba Evening News, dont c'était là les titres. Dans une conférence de presse animée ce jeudi 12 mai, le parti Sadi montre sa vive préoccupation par rapport à la disparition de son président, Dr Omar Mariko, une disparition qui fait suite, selon le parti, à une chasse à l'homme lancée par le gouvernement de la transition. Arona Salia connaît pour le compte-rendu. Des éléments armés ont fait une descente au domicile du président du parti Sadi le lundi 4 avril 2022. Selon le parti, ces hommes lourdement armés n'ayant pas trouvé Omar Mariko sur place ont confisqué les téléphones de certains membres de la famille et les ont forcés à avoir sa position. N'ayant pas obtenu gain de cause, ils ont encerclé sa maison toute la nuit. C'est après ces actions extrajudiciaires, selon le communiqué du Sadi, qu'une chasse à l'homme contre Omar Mariko a commencé. Depuis, personne n'a de ses nouvelles. Une situation qui préoccupe sa famille biologique et politique. Où se trouve Omar Mariko? C'est Assimi qui doit nous le dire. On est préoccupés. Nous, au niveau du parti Sadi, nous sommes préoccupés. Nous sommes sérieusement préoccupés de la situation. Est-ce qu'ils n'ont pas en train de nous divertir pour dire qu'il est en France, il est en Côte d'Ivoire, il est en Mauritanie, il est ici, il est cela. Mais personne ne le voit en France. Personne ne le voit en Mauritanie. Personne ne le voit en Niger. Personne ne le voit à Bamako. Donc aux autorités de la transition de nous dire où se trouve Omar Mariko. Parce que c'est elle qui le chassait. Selon le conférencier, il est clair que les tenants actuels du pouvoir veulent le garder. Pour y arriver, il faut briser tous les obstacles. Pour le Sadi, il voulait ainsi par cette descente liquider Omar Mariko. Un moyen pour justifier une chasse à l'homme et liquider à défaut de physiquement, politiquement l'homme du peuple. Pour convoquer le président d'un parti politique, a-t-on besoin d'envoyer un escadron d'hommes armés avec une ambulance? Une simple convocation n'était-elle pas suffisante? Si oui, quelle était l'intention réelle de ceux qui ont envoyé cet escadron d'hommes armés chez Omar Mariko? Par ailleurs, la défense de Mariko dit avoir saisi la section administrative de la Cour suprême. Si dans cette semaine, elle n'a pas de suite, elle se réserve le droit de saisir la Cour de justice de la CEDEAO la semaine prochaine. On attend. Et s'il n'y a rien la semaine prochaine, on va saisir la Cour des droits de l'homme. Et nous avons saisi la section de la Cour suprême. C'est parce que nous sommes préoccupés pour notre camarade. Comme l'a si bien dit Dora Diarra, on ne sait pas qu'est-ce qu'il est devenu. Sa maladie, s'il est bien traité. Pour le bureau politique du parti Sadi, il s'agit d'un combat politique, pas judiciaire. C'est pourquoi il demande aux militants du Sadi de rester mobilisés et d'attendre les consignes du parti. Le lancement de la première édition du Festival des boissons Minifin a eu lieu ce jeudi 12 mai 2022 au Parc national de Bamako. Objectif, promouvoir les boissons made in Mali et celles de l'étranger. Adama Sanogo nous fait le point. C'est ici, le Parc national de Bamako, que les organisateurs du Festival des boissons Minifin ont choisi pour le lancement de leur première édition. À l'occasion, le thème retenu est « Célébrons le vivre ensemble au Mali ». Ce festival vise plusieurs objectifs. L'objectif phare de cette édition inaugurale est de réunir les Maliens autour d'un événement unique et de faire découvrir ce côté populaire et rassembleur de la boisson. Célébrons le vivre ensemble est le thème de cette édition. Le second objectif est d'aider à la promotion de l'industrie de la boisson, qui ne cesse de croître au Mali en permettant aux exposants de renforcer leur notoriété et de présenter, entre autres, leurs nouveautés. Parmi les objectifs du Festival des boissons Minifin, il s'agit de soutenir et développer le potentiel industriel du Mali
et de créer des produits compétitifs pour les promouvoir tant à l'intérieur du pays que sur les marchés étrangers. Le secteur de la boisson est très bénéfique au Mali. Parmi tant d'autres avantages qu'il offre, il est pourvoyeur d'emplois. Le festival des boissons mini-fins a retenu l'attention de notre département car le secteur des boissons est particulièrement porteur. Son industrie au Mali est en plein développement et compte chaque année de nouveaux acteurs, artisanales ou formalisés. De grandes unités industrielles et de grands distributeurs donnent aujourd'hui le tempo d'un secteur en développement, pourvoyeur d'emplois qui exploite nos ressources agricoles, animales et hybrides. Le directeur du Parc national de Bamako se dit fier et satisfait d'avoir accueilli le Festival des boissons mini-fins dans la mesure où il fait la promotion des boissons du Mali. Nous sommes fiers d'accueillir ce festival qui constitue un moment pertinent de promotion des boissons produites au Mali. Le premier festival des boissons mini-fins, c'est du jeudi 12 au dimanche 15 mai 2022 à Bamako. Le mouvement Ambiko vient d'offrir un forage flambant neuf à la population de Kanadjigila, un quartier périphérique de Bamako, où les riverains sont souvent confrontés à des problèmes d'approvisionnement en eau potable. Cette action s'inscrit dans le cadre de l'opération Ramadan du mouvement qui consiste à venir en aide aux plus démunis. El Hadji Malik Giteye. Le mouvement Ambiko vient d'apporter un ouf de soulagement à certains riverains de Kanadjigila. Confrontés très souvent à des problèmes d'approvisionnement en eau potable, les habitants de cette localité peuvent désormais s'en procurer à travers ce forage qui les a été offert par le mouvement Ambiko. On avait initié un projet qui est l'opération Ramadan. On était venu rencontrer les femmes de Kanadjigila. Donc ils avaient deux demandes à leur niveau. Ça c'était des vivres et puis de l'eau. Donc nous, en tant que mouvement Ambiko, on exécute les choses par priorité. Donc on sait que l'eau est la source de vie. C'est pour cette raison qu'on les a donné un forage pour qu'il n'y ait plus de pénurie d'eau au niveau de Kanadjigila ici. Pour les habitants, ce geste vient mettre fin à leur souffrance. Nous étions vraiment confrontés à des problèmes d'eau avant la construction de ces forages. Nous n'avions qu'un seul château et c'était difficile d'avoir de l'eau. Nous sommes très contents. L'eau est vraiment capitale pour la vie. Depuis la construction de ces forages, jusqu'à nos jours, ça va. Nous n'avons plus de problème d'eau. Nous nous approvisionnons gratuitement et la qualité de l'eau est bonne. Ce don de forage du mouvement n'est pas une première. Il y a beaucoup de demandes et nous sommes en train de faire beaucoup de forages à travers le pays. Donc nous avons déjà fait des forages à partir de Kaï, Koulikoro, dans beaucoup de régions, mais ça continue toujours. Ainsi, les responsables du mouvement Ambiko appellent les habitants de Kanadjigila à prendre soin de ces forages et demandent aux Maliens d'adhérer au mouvement. Le mouvement-là, ça appartient aux Maliens. C'est sur la demande des Maliens que nous avons créé ce mouvement-là. Donc la porte n'est pas fermée. Le mouvement-là, ça appartient à tout le monde et qu'on reste ensemble, d'être ensemble, s'asseoir sur une même table, de parler le Mali. Le mouvement Ambiko est un mouvement politique et citoyen créé dans l'optique de fédérer les jeunes. Dans les jours à venir, le mouvement compte offrir plusieurs autres forages à travers le pays. Ce mardi 10 mai 2022, 100 jeunes sont sortis marcher du monument de l'indépendance à l'esplanade de la Bourse du Travail. L'initiative est du groupement Sauvons le Mali d'Ouakera. Nous avons recueilli les propos de l'un des membres de la dite initiative. Suivez. L'origine de la création de notre mouvement est partie sur les réseaux sociaux Facebook. Nous, les jeunes, ont envie qu'il est temps de changer les choses. Nous ne sommes pas contre qui que ce soit et nous ne sommes pas pour qui que ce soit aussi. Notre initiative n'est pas contre le gouvernement et n'est pas contre la transition. La transition est une période courte. Et nous avons vu que c'est le gouvernement même qui s'était engagé lors du premier coup d'État, août 2020, à organiser les élections dans les délais de 18 mois. Et lors du second coup d'État aussi, le même V a été réaffirmé. Le même engagement a été réaffirmé par les autorités actuelles. Donc nous sommes dans la logique
de faire respecter les engagements qui avaient été même pris par les autorités. Donc l'initiative n'est pas composée de regroupements en fait, elle est composée essentiellement de jeunes leaders. Les jeunes leaders qui se sont retrouvés sur les réseaux sociaux et qui se sont donné rendez-vous et ont effectué leur première réunion, ensuite dénommé le mouvement et mené la première activité qui a été un succès, un point de presse, le jour même du 26 mars. Nos motivations sont essentiellement deux choses. La première, c'est la levée des sanctions économiques et financières qui frappent notre pays et dont la population souffre essentiellement des effets des sanctions. Et nous savons tous, pour lever la sanction, il faut un chronogramme détaillé, et réaliste et consensuel qui sera approuvé par l'ensemble de la classe politique du Mali. Et notre second objectif, c'est le retour rapide à l'ordre constitutionnel à travers des élections libres et transparentes. Le Forum RH ou le Forum des ressources humaines est une association qui vise à créer une communauté de praticiens des ressources humaines. Ainsi, l'association organise une activité ce samedi 14 mai à Sotuba sur l'avenir de la gestion des ressources humaines au Mali. Écoutons les orientations au micro de El Hadji Malik Guiteye. Les objectifs du Forum RH est vraiment d'avoir une communauté de praticiens des ressources humaines, de cadres de direction et des passionnés vraiment de la question pour qu'ils puissent se rencontrer régulièrement autour des thématiques RH et pour avoir vraiment des solutions adaptées à nos réalités au Mali. Ce sont les objectifs de la création du Forum RH. Dans le contexte du Mali, nous pouvons dire que le métier de la gestion des ressources humaines est le seul métier où tu peux trouver beaucoup de profils à la fois. C'est un métier qui est vraiment très diversifié. Donc nous avons pensé à créer un cadre de rassemblement de ces différentes expertises afin de les mettre au profit de la population. Conformément au programme d'activité annuel du Forum RH, nous organisons une activité le samedi 14 à Sotiba, à l'immeuble Timbuktu, sur vraiment l'avenir de la gestion des ressources humaines au Mali. Et pour cela, nous avons vraiment des experts en ressources humaines qui vont présenter les panels. Je ne dirais pas une deuxième association. La Magera, c'est l'association mère, c'est l'institutionnelle. Jusque nous avons recensé maintenant des besoins de formation. Donc nous, en tant que Forum RH, nous allons beaucoup plus nous axer sur les formations. Je peux même ajouter que nous venons en complément de la Magera. Place à l'image du jour et nous allons parler de Kaboul, la capitale de l'Afghanistan. Kaboul est la capitale et la plus grande ville d'Afghanistan. Elle est aussi la capitale de la province du même nom, située dans l'est du pays. Selon les estimations officielles de 2014, la population de la ville serait de 3 543 700 habitants. La ville proprement dite occupe une surface d'environ 554 km², mais ses limites sont très incertaines en raison d'un urbanisme périphérique mal contrôlé. On estime la population de Kaboul à 75 000 en 1900, environ 150 000 habitants dans les années 1930, 513 000 au recensement de 1972, 1,3 million dans la province de Kaboul, 600 000 en 1978 et près de 2 millions 4 ans plus tard. L'augmentation spectaculaire après 1978 était le résultat d'un afflux de population venue se mettre à l'abri des combats opposant en province les Moudjahidines aux troupes du gouvernement communiste et aux forces soviétiques. Au début du 19e siècle, Kaboul comptait à peu près 60 000 habitants et on y voyait 80 mosquées, 14 ou 15 caravansérails, des bazars regorgeant de marchandises. Le déclin va pourtant être rapide à partir des années 1830 en raison des incessantes guerres civiles, de l'incendie du bazar en 1842 et des lourdes taxes imposées par les tribus Pachtunes sur les voyageurs et sur le transport des marchandises.
À présent, retrouvons Silan Douba pour la page internationale. La Somalie doit élire un nouveau président dimanche, un scrutin retardé depuis plus d'1 an dans ce pays instable de la Corne de l'Afrique où s'affrontent notamment le président Mohamed Abdullahi Mohamed, plus connu sous le nom de Farmajo, et le premier ministre Mohamed Hussein Roble, alors que la commission parlementaire chargée d'organiser l'élection note un nombre record de 39 candidats. Des analystes estiment que ce vote représente beaucoup d'espoir et d'optimisme. Deux d'entre eux, Hassan Sheikh Mohamed 2012-2017 et Sharif Sheikh Ahmed 2009-2012, se présentent face à lui, ainsi que son ancien Premier ministre, mars 2017-juin 2020. Hassan Ali Kher. Cette élection sera également capitale pour l'avenir économique de la Somalie, dont 71% de la population vit avec moins de 1,90 $ par jour, 1,80 €. Le FMI a mis en garde qu'un programme d'aide pourrait s'arrêter automatiquement au 17 mai si une nouvelle administration n'était pas en place. Le gouvernement a demandé fin avril de repousser de 3 mois cet échange sans réponse pour l'instant. Cette élection présidentielle marque la fin de tous les flous politiques créés par l'ancien président de la Somalie, le président sortant. Comme le stipule l'article 91 du projet de constitution somalienne, les élections doivent avoir lieu tous les 4 ans. Mais l'ancien président Mohamed Abdullahi Farmajo aimerait rester plus longtemps au pouvoir et ce, de manière illégale. Il y a eu un nombre élevé de candidats à la présidence parce que, premièrement, il n'y a pas de parti politique en Somalie. Il n'y a pas de parti. L'élection est ouverte à tout le monde. Et d'ailleurs, le deuxième point, c'est que cet état de fait donne une chance aux personnes qui n'ont aucune compétence. Ce processus électoral qui a été si long offre un nouveau départ. La plupart des processus électoraux en Somalie ont suscité l'optimisme, l'espoir d'un changement, et je crois vraiment que celui-ci, précisément parce qu'il a été si long, offre une sorte de bouton de reconfiguration du système. Une page blanche qui suscite beaucoup d'espoir et d'optimisme vis-à-vis du changement qui va advenir. Le pays est très polarisé en ces moments, et on s'entend à ce que, quelle que soit la personne qui arrive au pouvoir, elle travaille à la réunification du pays. Je crois vraiment que suite à la présidence de Farmajo, les gens veulent des candidats qu'ils connaissent et pas des nouveaux venus. Des personnes qui n'ont pas gouverné ou qui ne comprennent pas le contexte somalien. Il est donc certain qu'il y aura un changement. Les gens n'opteront pas pour un nouveau visage, mais plutôt pour d'anciens visages. Des personnes qu'ils reconnaissent et avec lesquelles ils se sentent plus à l'aise. En termes de favoris, ce sont les deux anciens présidents, l'ancien premier ministre et le président Puntland, qui ont été suggérés comme favoris possibles contre Farmajo. Les nouveaux dirigeants doivent s'asseoir avec la mission de maintien de la paix de l'Union africaine en Somalie, et négocier réellement ce document. Je pense que le document a été négocié à un moment où les dirigeants somaliens n'étaient pas vraiment concentrés sur les impératifs de sécurité et étaient peut-être trop ambitieux. Je pense donc que c'est une autre priorité. Cela mis à part, les forces de la sécurité somalienne seraient centrées, que ce soit avec l'ATMIS, nouvelle appellation de la mission, NDR ou non, les secteurs de la sécurité plutôt que sur les questions politiques sur lesquelles elles se sont concentrées jusqu'à présent. Ils attendent la pluie en vain depuis fin 2020. Les Normands de la région Somalie assistent impuissants à l'hécatombe de leur bétail, victimes d'une sécheresse exceptionnelle qui place des millions de personnes en grave insécurité alimentaire en Éthiopie. Cette catastrophe humanitaire s'ajoute à celle engendrée dans le nord par le conflit dans la région du Tigré. J'ai vu des chèvres manger leurs propres excréments et des chameaux manger d'autres chameaux. Je n'avais jamais vu ça de toute ma vie. En ce mois d'avril, théoriquement l'un des plus arrosés de l'année, l'air est brûlant, sec et stérile. Depuis fin 2020, ici comme dans d'autres régions du sud du pays, en Somalie ou en Kenya voisin, il n'a pratiquement pas plu. Dès que les éleveurs essaient de se remettre d'une sécheresse, ils sont frappés par une deuxième sécheresse.
Il est donc impossible de se remettre rapidement des chocs précédents. Ils sont si rapprochés que ces éleveurs sont incapables de se relever. Le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU estime qu'en Éthiopie, entre 5,5 et 6,5 millions de personnes, soit entre 5 et 6% de la population, sont en grave insécurité alimentaire en raison de la sécheresse. Nous sommes toujours en train de chercher des pâturages et de l'eau pour notre bétail. Ça nous prend tout notre temps. J'ai amené mon fils ici sans le dire à mon mari. Il ne voulait pas. Il ne m'aurait pas laissé venir sinon, parce qu'on a tellement de choses à faire là-bas. En asséchant les puits et les raréfiant les pâturages, ce que ces éleveurs de la région Somalie décrivent comme la pire sécheresse jamais vécue, anéantit le bétail, pivot de leur mode de vie désormais menacé. Et c'est toute une société qui se délite, des villages qu'il faut quitter pour la ville, des familles qui éclatent, des enfants qui sont négligés parce qu'il faut sauver ce qu'il reste des bêtes indispensables à la survie. Nous voyons certaines mères qui, parce qu'elles ne mangent pas suffisamment, ne produisent pas assez de lait maternel pour leurs enfants. Selon l'OCHA, la sécheresse actuelle a tué près de 1,5 million de têtes de bétail dans ce pays, dont près des 2 tiers en région Somalie, et l'état physique des animaux survivants s'est gravement détérioré, diminuant leur valeur sur le marché. Aux populations nomades ou semi-nomades de cette région aride et hostile, le bétail procure nourriture et revenus, mais il constitue aussi toute leur économie. Des milliers de personnes manifestent à Zagreb, comme dans d'autres villes croates, en faveur du droit à la santé des femmes suite au cas d'une Croate uniquement autorisée à interrompre sa grossesse en raison d'une maladie grave du fœtus. Après un vaste mouvement d'indignation dans le pays, la manifestation a été organisée à Zagreb et dans 8 autres villes de la Croatie pour montrer la solidarité avec toutes les femmes dont le droit à la santé garanti par les lois en Croatie est violé quotidiennement, ont souligné des organisateurs. Dans le pays membre de l'UE, des groupes conservateurs soutenus par l'Église catholique pressent le gouvernement de limiter le droit à l'avortement, autorisé jusqu'à la 10e semaine de grossesse. Après cette période, un avortement peut être pratiqué si la santé de la femme ou de fœtus est en danger grave ou en cas de viol ou d'inceste. Mais ce droit est de plus en plus à l'épreuve en Croatie car beaucoup de médecins refusent de pratiquer des avortements en invoquant l'objection de conscience, un droit qui leur a été accordé par une loi de 2003. En 2017, la Cour suprême a rejeté un recours de groupes conservateurs soutenus par l'Église appelant à interdire l'avortement. Je suis venue soutenir Madame Kavajda car je pense qu'une grande injustice lui a été infligée, comme à beaucoup d'autres femmes qui se sont trouvées dans une telle situation et qui sont restées silencieuses. Les femmes doivent recevoir tout ce à quoi elles ont droit et ce qu'elles ont acquis il y a longtemps. Ces droits ne doivent pas leur être retirés et nous ne devons pas revenir en arrière. La situation de la santé des femmes n'est pas bonne. Une société prospère ne peut exister sans respecter tous les droits reproductifs et sexuels des femmes. Une femme doit être forte pour qu'une société soit normale et progressiste. Il y a certainement place pour une amélioration en Croatie. La situation dans laquelle se trouve actuellement Mirela, une femme enceinte à qui l'on a suggéré d'aller dans un autre pays puisque personne ne veut mettre fin à sa grossesse en Croatie, a vraiment montré que notre système de santé publique s'est complètement effondré en ce qui concerne la santé des femmes. Lors de notre précédente édition, nous recevions Abdul Karim Diabaté, dit Akadé, un jeune artiste chanteur malien. Appartenant à la classe des griots, Akadé hérite cet art de son père, Abdoulaye Diabaté, grand griot et célèbre artiste malien. Il fait partie incontestablement des étoiles montantes de la musique malienne. Actuellement, le jeune prodige est dans les préparatifs du premier concert de sa carrière solo.
Le dit concert aura lieu le 27 mai prochain au Ciné Magique. Voici quelques extraits de l'entretien qu'il nous a accordé. Que le concert se passe avec Prestige Consulting, le grand frère Baloli. Donc tout est en place et j'invite tout le monde à sortir massivement le 27, Inch'Allah. À partir de 20h, on va faire le show ensemble. C'est un plaisir, hein. C'est un plaisir franchement parce que le papa aussi, il a toujours voulu ça. Il a toujours voulu que je sois un peu décalé du côté parce que moi aussi c'est ce que j'ai décidé depuis le début de ma carrière, essayer de faire ma carrière solo parce que le vieux, ils ont fait leur temps et j'essaie de faire le maximum possible, d'imposer mon style et d'essayer d'aller tout seul avec mon groupe en live ensemble, Inch'Allah. C'est mon point de vue et c'est mon avis pour avancer dans ce domaine, Inch'Allah. Ouais, on a invité plein d'artistes, tous les artistes maliens, tous mes frères, mes papas, mes mamans, artistes qui sont là, mes jeunes frères. Ils sont tous invités. Comme parrains artistiques, déjà, il y a Sidiki Diabaté, il y a Boué Kouété et Mohamed Djabi qui sont là. Et bien d'autres, tous les artistes. J'invite tous les artistes maliens à être présents au vu de leur programme, Inch'Allah, si ça leur permet d'être présents au spectacle, Inch'Allah, le 27 mai dans la Sona. Nous envisageons aussi de faire un tour sur les régions du Mali et puis après voir à l'international aussi, Inch'Allah, parce qu'on a un EP qui sera disponible dans la semaine du spectacle. Et puis après l'EP, on va faire un album qui sera partout et distribué partout dans le monde entier. Et on va essayer de tourner aussi un peu partout dans la zone, que ce soit ici en Europe, aux États-Unis. Il y a tous ces projets qui sont en cours, Inch'Allah. Donc je vais profiter pour faire l'acapella de nouveaux sons qui est d'ores et déjà disponible sur ma chaîne YouTube à l'instant. Donc voilà, comme vous voulez, déjà, c'est un plaisir pour moi d'être là. Neto fait, aukana figia nigitena, neto fait. Auka jailia nigitena Kosomambela mashikana maware songolo fonye Vie privée bambela netinandado maware tala. L'éditorial de Mohamed Attaher Alidou, c'est tous les vendredis et nous sommes vendredi. Dans ce numéro, il nous parle de l'interpellation du parti Sadi sur la disparition de son président Omar Mariko depuis le 5 avril 2022. Le parti entend saisir la Cour de justice de la CEDEAO. Il revient aussi dans ce numéro, dans cet édito, sur les nuages qui planent sur la transition. Suivez. Où se trouve le docteur Omar Mariko? C'était le principal sujet à l'ordre du jour hier à la conférence de presse du parti Sadi, Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance. Ni le parti, ni la famille ne savent où se trouve le docteur Omar Mariko, soutiennent ses partisans visiblement très en colère contre les autorités de la transition. Ils interpellent le gouvernement et entendent saisir la Cour de justice de la CEDEAO si rien ne fait pour retrouver Omar Mariko. Où se trouve Omar Mariko? C'est Assimi qui doit nous le dire. On est préoccupés. Nous, au niveau du parti Sadi, nous sommes préoccupés. Nous sommes sérieusement préoccupés de la situation. Est-ce qu'ils n'ont pas en train de nous divertir pour dire qu'il est en France, il est en Côte d'Ivoire, il est en Mauritanie, il est ici, il est cela. Mais personne ne le voit en France, personne ne le voit en Mauritanie, personne ne le voit en Niger, personne ne le voit à Bamako. Donc aux autorités de la transition de nous dire où se trouve Omar Mariko, parce que c'est elle qui le chassait. On attend. Et s'il n'y a rien la semaine prochaine, on va saisir la Cour des droits de l'homme. Et nous avons saisi la section de la Cour suprême, c'est parce que nous sommes préoccupés pour notre camarade. Après les dénonciations, les mises en garde, le parti, dans son communiqué final, interroge, je cite, « Pour convoquer le président d'un parti politique, a-t-on besoin d'envoyer un escadron d'hommes armés avec une ambulance?
Une simple convocation n'est-elle pas suffisante? Quelle était l'intention réelle de ceux qui ont envoyé cet escadron d'hommes armés chez Oumar Mariko? Qui a porté plainte contre le docteur Oumar Mariko? Le ministère de la Défense ou le collectif pour la défense des militaires? Doit-il exister un club de soutien à l'armée? Fin de citation. Où se trouve Oumar Mariko? La question reste sans réponse pour l'instant. Un collectif dénommé Sauvons le Mali d'Okera a organisé mardi une marche pacifique pour demander aux autorités de la transition un chronogramme réaliste pour la levée de l'embargo, embargo qui frappe le Mali depuis le 9 janvier 2020. Nous sommes là pour dénoncer ce qui se passe dans cette transition. Nous ne voulons plus rester encore à faire même une semaine encore sous embargo. Ça fait 4 mois et c'est 4 mois de trop. Il y a plein de projets qui sont fermés à cause de ça. Nous voulons un retour à l'ordre constitutionnel, que nos autorités s'assument. On ne veut pas que le pouvoir soit pris en otage. Le pouvoir transitionnel est pris en otage. À l'autorité malienne que franchement au Mali aujourd'hui les gens souffrent. Donc il est temps de voir le côté de la population lambda et de trouver une solution rapidement. La transition fait face à la dure réalité du pouvoir. Ça murmure et ça grogne dans les rues de Bamako. La cherté de la vie est passée par là. L'UNTM, l'Union nationale des travailleurs du Mali, la plus grande centrale syndicale du pays, sort ses muscles et entend croiser le fer avec le gouvernement si ces revendications ne sont pas satisfaites. Ça sent le décrochage. Koniba Sidibé, figure emblématique du M5 RFP, dans une sortie musclée, tacle et avertit les autorités de la transition. Je cite, « Nous ne permettrons à personne de nous divertir, de diviser le M5 RFP, les entités membres du M5 RFP, toute la classe politique, et clasher les syndicats des travailleurs, la société civile, les notabilités et les leaders religieux en les opposant aux politiques, en fracturant le pays à travers le négationnisme de la révolution du 26 mars 1991. » Fin de citation. Des signaux qui doivent être décryptés avec une bonne dose d'intelligence. Oui, il y a un malaise social, il est là, et bien là. Rectifier la rectification de la transition pour parler comme nous ça. Voilà, c'est Djoliba Evening News. On prend fin ici à ma téléspectateurs. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Djoliba TV News. Djoliba Evening News.